Bonjour à tous et bienvenue pour notre troisième épisode de la saga de l'été 2021. Nous nous retrouvons pour notre troisième épisode de notre saga de l'été. Bon, maintenant la saga de l'été, vous savez ce que c'est. Je visionne des séries dont la qualité est modérée et je vous en fais part en vidéo. Cette année, à défaut de l'année dernière où nous avions parlé de web-séries, nous nous attaquons aujourd'hui à une série télévisée française, à savoir Ici tout commence. Ne vous en faites pas, je vais vous faire un petit résumé de qu'est-ce qui se passe dans les histoires. Cela étant, vous qui arrivez sur cet épisode 3, je vous invite à aller voir l'épisode 2 et l'épisode 1, afin que vous ayez connaissance de tous les détails. Si vous ne l'avez pas vu venir, ou si vous êtes habitué à la chaîne, vous savez que j'aime être taquin. J'aime parfois être un peu moqueur, sans pour autant être désobligeant. Et compte tenu des sujets que nous allons aborder dans cette vidéo, il me faut vous prévenir. Si dans cette saga de vidéos, j'utilise des extraits dans une démarche démonstrative, je ne tiens pour responsable ni n'accuse qui que ce soit, ayant pris part à la production des œuvres, d'avoir commis quelconque infraction, délit ou crime. Les éléments que je mets en avant dans cette vidéo, qu'ils soient traités sous forme d'humour ou non, visent une portée d'ordre analytique et critique, et ne se veulent pas discriminants ou diffamatoires. Les précautions oratoires faites, nous allons pouvoir entrer dans le vif du sujet. Cela étant, comme vous le savez, il est de tradition d'avoir une boisson lors de cette émission. Si je peux me permettre de me repaître d'alcool et de boissons en tout genre, ça ne veut pas dire pour autant que vous devriez le faire. J'ai opté pour le whisky parce que je sais ce qui m'attend. Cela étant pour vous, il faut savoir que ça se consomme avec modération. Maintenant que c'est fait, allons-y Alonso! Ici tout commence est une série française qui a commencé sa diffusion sur TF1 le 2 novembre 2020 et qui est encore diffusée actuellement. Dans les épisodes 1 et 2 de notre saga, j'ai stipulé que la saison 1 de cette série est constituée de 215 épisodes. Malheureusement, ou heureusement, ça dépend de comment on se place, je n'ai pas pu visionner toute la saison 1 de cette série. Je ne me suis concentré que sur les 18 premiers épisodes. En effet, cette série est intéressante parce que elle est construite sous forme d'arc narratif, c'est-à-dire que pour un bloc d'épisodes, on suit une trame qui s'arrête à partir de cet épisode, mais pour autant, la saison en elle-même ne se termine pas. Le fait de n'avoir vu que ces quelques 18 épisodes, cela m'a permis de faire une meilleure synthèse pour pouvoir vous la retranscrire en vidéo. Vu tout ce que je vous ai préparé en termes d'épisodes et vu leur longueur, vous imaginez un petit peu si j'avais regardé 215 épisodes? Ah oui, bah là, la synthèse, ça aurait été, mais génial. Alors là, on aurait été à fond dans la synthèse. J'ai donc regardé les 18 premiers épisodes de cette série. Ces épisodes faisant partie du tout premier bloc narratif, ce dernier se nommant Le Corbeau. Mais ici tout commence, ça parle de quoi en fait? C'est la rentrée à l'Institut gastronomique Auguste Armand. Cet institut qui dispense les meilleurs enseignements possibles de France en matière de cuisine se voit instaurer en tout début d'année un concours d'entrée. Les nouveaux arrivants vont donc devoir batailler dur pour espérer pouvoir apprendre dans ce prestigieux établissement. Parmi ces nouveaux arrivants, il y a Maxime Delcourt. Maxime, dont les capacités à rôtir des crevettes n'est plus à prouver, est certes motivé par l'envie d'assister aux cours qui sont donnés par les meilleurs chefs de France, mais il est aussi et surtout motivé par l'envie de revoir son amourette de l'été passé, à savoir Salomé. Malgré leur idylle estivale, Maxime est bien en peine d'apprendre que sa dulcinée est en réalité fiancée à Louis. Louis la saucisse pour les intimes. Nous allons donc voir comment les élèves et ce triangle amoureux vont pouvoir évoluer dans cet institut et ainsi voir comment ils vont surmonter les obstacles se présentant devant eux. Parallèlement à tout cela, une intrigue policière prend lieu. En effet, l'un des professeurs, Emmanuel Tessier, connu pour sa méchanceté, se voit être menacé par un messager de l'ombre qui se fait appeler le Corbeau. Ce messager n'est en fait personne d'autre que son actuelle seconde en pâtisserie, Noémie, qui veut lui faire payer sa méchanceté. En effet, cet homme est tellement cruel qu'il a poussé sa précédente seconde au suicide. Noémie va le pousser à bout en usant de méthodes telles qu'un compte Instagram sous le pseudonyme du Corbeau pour porter atteinte à la réputation et au travail du chef pâtissier. Cette intrigue policière, nous n'en parlerons pas plus dans cet épisode, ni même dans le suivant. L'épisode 2 de notre saga de l'été est totalement consacré à l'intégration de cette intrigue policière dans la narration. Je vous invite donc à le regarder.
Aujourd'hui, nous allons regarder bien d'autres choses, nous allons balayer plein d'autres éléments, parce qu'il faut que nous synthétisions le plus possible. Ce que je vais faire dans cet épisode 3, c'est revenir sur le traitement des phénomènes sociaux actuels dans cette série. Il faut savoir que cette série porte à cœur d'ancrer énormément sa série dans le réel. Certes, les personnages n'existent pas, il n'existe pas non plus d'institut Auguste Armand, mais les péripéties et les thèmes font un usage prononcé aux événements du réel. Ils veulent tellement intégrer l'histoire dans le réel qu'ils se sont donné la peine de faire un véritable site internet pour leur institut. On peut aller sur le site, savoir où est l'Institut Auguste Armand en France, quel est son fondateur, qui sont les enseignants, qui sont les élèves qui constituent les différentes promotions, etc. Et à la page des menus, on est redirigé vers les rediffusions des épisodes de la série. Dans cette série qui ancre énormément son récit dans le réel, peut-on donc trouver des sujets actuels tels que l'homophobie, la sexualité, attention pas la espace, hein, la sexualité, les systèmes d'oppression, l'intégration des minorités, etc. Bref, des sujets qui sont propres à une idéologie qu'on nomme, selon moi à tort, progressisme. Selon moi, cette idéologie est nommée à tort progressisme, ou plus familièrement le progrès, plus par habitude que par véritable convenance. Si on s'en réfère à mon site favori, en termes de définition, au progressisme, peut-on trouver cela? Doctrine ou attitude se fondant sur l'idée de progrès continu et ascendant de l'homme. Et au terme de progrès d'être défini de la sorte. Mouvement en avant, évolution, processus évolutif orienté vers un terme idéal. Quand je lis ça, et quand je vois à quoi c'est associé, bah ça ne fait pas tilt. Alors, je comprends qu'on nomme cette idéologie avec ironie, progressisme, parce que voilà, les personnes qui s'en revendiquent également des idées de progrès social. D'accord, pourquoi pas. Mais, tu vois, quand j'entends théorie du genre, ou bien oppression systémique, je ne vois pas je ne vois pas de quoi c'est du ressort du progrès. Je ne vois pas non plus en quoi ça serait de la régression non plus. Non, à bien des égards, je pense qu'en fait, c'est plutôt de l'idéologie politique, parfois même du dogme. Mais passons, après cette interlude étymologique, il s'agirait de parler des problèmes qui sont liés à l'intégration de tels thèmes dans la narration. Alors, qu'on soit bien d'accord sur une chose, personnellement, je ne suis pas partisan du « je rejette tout en bloc par principe ». Non, je pense que, comme beaucoup d'autres personnes, je suis plutôt partisan de dire « si c'est bien fait, alors pourquoi pas, je vais regarder ». Mais bon, si vous avez vu l'épisode 1 et 2 de notre saga de l'été, vous avez bien dû comprendre que bien faire les choses, c'est presque une option payante. Ainsi, dans cette vidéo, allons-nous nous intéresser à 3 thèmes de prédilection du progressisme, à défaut d'un mot plus adapté, à savoir la sexualité, le validisme et l'inclusivité. Et encore, qu'on soit bien d'accord, j'ai résumé, mais même en résumant, je pense que ce sera trop propice à l'interprétation et à la méprise. Quand je parle de ces thèmes, je les généralise, parce qu'on sait bien qu'une idéologie a sa manière de traiter tel ou tel sujet. En l'occurrence, ici, à la sexualité, parlerons-nous plutôt d'idées de libération sexuelle et théorie du genre. Au terme de validisme, ne pas comprendre, imaginer des moyens pour intégrer les personnes handicapées dans la société, comprendre plutôt se battre contre l'inconscient normatif validiste. Et au terme d'inclusivité, comprendre plutôt user de clichés pour faire des généralités, mais pour pouvoir avoir des points de vertu. Comprenez bien ici que ce sont les manières dont sont traités ces sujets dans cette série. Nous allons donc les montrer du doigt pour mettre en avant leur puérilité et leur invraisemblance. Commençons, si vous le voulez bien, avec le thème de la libération sexuelle et de la perception du genre et de la sexualité dans la série. Nous sommes dans une série où de jeunes adultes vont apprendre les techniques avancées de la gastronomie. Ça n'est qu'un rappel. Les questions de genre et de sexualité seront donc adressées grâce aux personnages d'Elliot et d'Hortense. Elliot, jeune homme vierge, homosexuel mais asexuel, et Hortense, jeune femme. Jeune femme. Non bon, j'ai une théorie là-dessus. Si les lectrices de Voici et autres sommités intellectuelles réussissent à déterminer le caractère profond d'une personne en se basant sur son signe astrologique, j'ai envie de penser que moi, personnellement, je peux être mentaliste à mes heures perdues. Rappelez-vous de ce qu'on s'était dit dans l'épisode 2 de notre saga. Ici tout commence, c'est un croisement hybride entre le pire de la série américaine et le meilleur de la série telenovelas. Et comme on l'a spécifié pour la telenovelas, le format de ce genre de série ne pousse pas au développement de personnages, mais plus à l'identification directe d'un caractère.
On a besoin de reconnaître tout de suite un personnage grâce à une particularité physique ou une expression pour savoir comment va se passer la scène qu'on va voir. En l'occurrence, avec le personnage d'Hortense, les éléments qui sont faits pour qu'on la reconnaisse au premier coup d'œil, à mes yeux, ils sont exagérés. Et ils sont peut-être exagérés pour une raison. À plusieurs reprises, lorsqu'on croise Hortense, cette dernière, en fonction de la situation, aura des espèces de tocs. Lorsque cette dernière sera interrogative ou soucieuse, elle reniflera rapidement. Mon seul conseil, Lorsqu'elle sera en proie au doute, à la peur, ou plus simplement qu'elle sera prise d'une vive émotion, elle réajustera correctement ses lunettes sur son nez. Faire bouillir le lait, le sucre, la confiture d'orange. Stressé? Et de manière générale, sa manière de parler est non conventionnelle, dirons-nous. Elle a cette capacité à manquer de tact, à manquer de présence d'esprit, à manquer de bon sens, à outrepasser certaines conventions sociales qui empêcheraient certaines personnes de parler ou de dire quoi que ce soit, ou plus ou moins de mettre les formes dans certaines situations. Par exemple, si un homme venait à séduire une femme, et que cette femme venait à lui demander « Mais pourquoi moi, et pas une autre ?» On attendrait que cet homme ne lui dise pas « Bah t'es quand même beaucoup plus bonne que les autres !» Même si c'est vrai, même si la personne le pense, ça n'est pas quelque chose qui se dit. Hortense donc manque de ce filtre, elle manque de cette capacité à déceler les émotions de certains. Elle s'exprime ouvertement et de manière assez particulière, en ayant des formes, elles aussi, non conventionnelles. Monsieur, il simule pas. Il peut vraiment pas poser le pied par terre. Oui, on a dû le soutenir, restez pas léger. Et selon moi, si on mélange tout ça, à savoir les tocs, la gestuelle, la façon désinhibée de parler, on peut y voir une certaine forme d'autisme. Est-ce que c'est voulu ? Je n'en sais rien. Dans tous les cas, c'est comme ça que je perçois le personnage, et c'est assez difficile, au vu de la performance de l'actrice, de me convaincre du contraire. Et vous pouvez peut-être considérer que c'est un détail, mais au vu des éléments que je vais vous mettre en avant, c'est un détail, peut-être, mais qui a son importance. Pour parler de la relation qui va faire évoluer Elliot et Hortense, il faut revenir au début de la série. Nous allons parler d'un moment dont nous avons déjà parlé à l'épisode 2 de notre saga, à savoir l'incident des vestiaires. En effet, à l'Institut gastronomique Auguste Armand, les élèves sont invités à se changer en tenue de cuisinier ou de serveur, dépendamment des cours qu'ils vont suivre, dans le vestiaire mixte de l'Institut. Oui, dans un vestiaire mixte. Hommes et femmes sont donc tous invités à aller se changer jusqu'aux sous-vêtements, régulièrement et quotidiennement, tous au même endroit. Comme je l'ai déjà dit dans l'épisode 2 de notre saga, j'y vois un problème. J'y vois un problème parce que, si tu veux, pour moi, depuis que je suis au collège, il y a des vestiaires hommes, garçons d'un côté, et des vestiaires femmes, filles de l'autre. Bon, c'est une pensée d'un autre temps, je l'ai bien compris ça. L'heure, aujourd'hui, l'heure est aux hommes qui peuvent aller donc dans des spas par exemple, montrer leur engin à des petites filles de 12 ans sans que cela ne pose problème, puisque tant que l'homme en question se sente fille dans sa tête, tout va bien. Ah bah oui, quand on est de l'ancien temps comme moi, ça fait un choc, ça fait bizarre, mais il faut s'y habituer. Le monde avance, et il avancera sans toi, que tu le veuilles ou non. Il est donc que la présence de cette mixité dans les vestiaires, pour moi, n'est qu'un prétexte. Il n'y a aucune raison logique et raisonnable dans la représentation de ce vestiaire mixte, si ce n'est de pouvoir utiliser cette mixité à des fins scénaristiques. Un exemple, on a Mehdi, les malheurs de Mehdi, comme j'aime à l'appeler, qui est un personnage qui est obèse. Bon, bah si t'es un scénariste à la manque, comme le sont beaucoup des scénaristes qui travaillent sur cette série, tu peux nous faire 3-4 épisodes grand max si tu tires sur la corde, en faisant se changer Mehdi, que quelqu'un se moque parce qu'il a de l'embonpoint, et hop, petit discours sur le body positivisme, et puis voilà. Et dans ce cadre de vestiaire mixte, scénaristiquement, tu peux tout faire. Notamment la scène qui nous intéresse. C'est donc le premier jour d'école, les épreuves vont commencer, les gens ne se connaissent pas du tout, et pourtant ces inconnus vont être invités à se changer tous ensemble. Elliot, qui est un homme qui aime se maquiller, se voit être la victime de Colibé. Effectivement, Lionel et Greg, de véritables Einstein des temps modernes, se moquent ouvertement d'Elliot, se demandant si celui-ci est une fille ou un garçon. Vous croyez que du blush peut empêcher de cuisiner? Comptez là-dessus, hein. Non mais c'est surtout qu'il n'y a pas de place en cuisine pour les gens comme toi. On peut même pas dire si c'est un mec ou une meuf. Bah, meuf, hein. Non. Bah, c'est clair. Space Bleu, tu dis quoi toi? Meuf aussi? Eh venez tout le monde, on parie. Et là je mets en pause.
Vous voyez très bien où est-ce qu'ils veulent en venir avec ce genre de scène. Les gros sabots de l'homophobie se font entendre encore plus puissamment que les destriers des 4 cavaliers. Mais attention, pas l'homophobie de tous les jours. L'homophobie mal écrite. L'homophobie fantasmée, si j'ose dire. Parce que tu vois, avec le fait que cette série veuille autant s'ancrer dans le réel, notamment en parlant d'un sujet d'actualité, on s'accordera à dire que c'est un sujet qui touche actuellement nos sociétés occidentales actuellement. Avec le contexte de ces personnes qui ne se connaissent absolument pas, avec le contexte de « c'est le premier jour d'école », je n'arrive pas à y croire. Et attention, je ne dis pas que ce genre de scène n'existe pas. Je dis que la manière dont est exécutée la scène, ça n'est pas crédible. Si tu veux, selon moi, c'est très empirique comme réflexion, donc t'en fais ce que t'en veux, mais selon moi, il y a 3 cas de figure de discrimination très répandus. Il y a celle dont on entend le plus parler, celle qui est ouverte et qui, malheureusement, font les unes des journaux à cause des événements violents qui s'en suivent la plupart du temps. Il y a la discrimination de masse, qui s'exerce petit à petit et qui prend place après des jours, des semaines, des mois de harcèlement et qui rallie les gens en pointant du doigt une personne, en caractérisant un seul pan de sa personnalité pour ne la réduire qu'à cela. L'histoire nous en a fait un très bel exemple au siècle dernier. Et il y a la discrimination passive, celle qui ne parle pas mais qui agit. Ce genre de discrimination qui est pernicieuse parce qu'elle n'est jamais avouée. Elle est souvent trouvable chez ces personnes qui se vantent d'être des parangons de vertu vis-à-vis de tel ou tel sujet et qui se permettent de sortir les pires atrocités sans qu'elles n'en soient conscientes derrière. Ah bah non, hein, je peux pas dire ça, hein, de toute façon t'as vu comment je suis gentil, hein, c'est pas possible que ce que je dis en fait ce soit raciste ou discriminant, hein, non non non. Hein. Dans cette scène, il n'y a aucun des cas qui est représenté. Pas même le premier. Selon moi, cette représentation de la discrimination, elle n'est pas réaliste. Elle est écrite de toutes pièces, véritablement, sans appel au réel, sans véritable témoignage d'une chose qu'on a pu attester dans la vie de tous les jours. Elle est créée de toutes pièces pour créer du faux conflit, pour qu'on ait une première péripétie. Parce que là, bon là j'ai mon téléphone dans la main mais je vais vous expliquer. Ce qu'il se passe, c'est que quand moi je regarde une série comme là je le fais pour la saga de l'été, ce que je fais c'est qu'à côté j'ai des notes. Là, je n'ai qu'à vous sortir directement mes notes. Une personne, soit celui qui est victime de moquerie, soit quelqu'un d'autre, va faire quelque chose pour s'assumer et montrer un trait de caractère. J'ai fait pause à 9h24, on va reprendre tout de suite, et on va voir si c'est le cas. Tu te trouves drôle, hein? C'est pas moi, c'est lui qui est drôle avec sa gueule de gonzesse, là, regarde. Bon, alors, là, qui pense que c'est une meuf, du coup? Ben vérifiez par vous-même. Voilà, j'avais raison. Les scénaristes ne sont pas en train d'écrire une série, ils sont en train de jouer à un match de tennis, et il est tout de même assez ennuyeux, chacun des intervenants faisant des balles lobées à l'autre. Et là, fait amusant, pour pouvoir voir la série, il a fallu que je me crée un compte sur le site de rediffusion de TF1, et quand on va chercher, tu sais, quand on va dans la barre de recherche et qu'on tape le nom de la série qu'on veut, et qu'on arrive donc sur la page de la série, il y a une vidéo qui se joue en arrière-plan. Et il y a une vidéo pour qui te montre en fait de quoi on est en train de parler la dernière rediffusion. Et là je regarde, donc tu sais, pendant que j'étais en train de regarder donc la série, je regarde et je vois en arrière-plan deux des personnages qu'on vient de voir, et je me dis, c'est bizarre ça, ils peuvent pas se saquer, puis là de ce que je peux voir dans cet extrait où il n'y a pas de son, on dirait qu'ils sont quand même assez proches, donc j'ai été curieux, donc je suis allé voir. Mec, je voulais te dire que... Ça va? Je voulais juste te remercier pour les épreuves de sélection hier, t'as assuré. Merci. On fait une bonne team, je te dis. Tu sais, je pense que si j'avais pas fait équipe avec toi, j'aurais pas réussi. Qu'est-ce qui se passe là? Rien? Bah si, c'est chelou. T'es super gentil. Fais attention, si tu continues comme ça va mal se passer. Ah bon? Bah ouais, je vais me dire que t'es cool, et je vais peut-être même avoir envie qu'il se passe un truc. Et qu'est-ce qui te fait croire que je serais contre? T'es sûr que je suis pas en train de parler à ton double maléfique là? Vas-y, laisse tomber, tu sais pas être sérieux en fait. Attends!
Et là, tu vois, je me suis dit, c'est bizarre quand même. Parce que de jeunes adultes, de jeunes adultes à l'école, un homophobe donc, qui est un fils de quelqu'un de très important, gros bras, qui se moque de l'homosexuel, l'homosexuel qui est très extravagant, qui est très extraverti, l'homophobe qui petit à petit se voit en fait être homosexuel. Attends, c'est bizarre. Bah oui, j'ai l'impression d'avoir déjà vu ça quelque part. Hi, Adam. You're 5 minutes past curfew. I'm gonna fucking kill you. Okay. Et là, je me suis dit, non, ce n'est pas possible. Les scénaristes sont des gens ces scénaristes-là, ce sont des originaux. Mais oui, ils n'auraient jamais pu copier sur une série américaine. Mais non. Enfin, bref, revenons à notre intrigue. Notre ami Aquette, après sa performance, ne se doute pas que la vue de son appendice a su susciter chez Hortense l'envie irrépressible d'entamer la conversation. Cette dernière, lors d'une traversée du parc de l'Institut, lui fait part de ses envies, de ses attirances et de ses pratiques. Moi, quand je stresse, je m'offre une pâtisserie libanaise. Ou alors un orgasme, ça dépend. Wow. Donc le mot intimité, juste... Tu connais pas? Ça te choque? Je savais pas que les filles le faisaient aussi. Je veux juste pas le savoir, en fait. Tu le fais pas, toi? Ah si, carrément. D'ailleurs, on est deux en même temps. La pâtisserie libanaise et... On avait déjà parlé du caractère tout à fait lunaire de ce dialogue dans notre épisode 2 de notre saga. Monsieur se veut tout à fait friable tel un château de sable pendant un orage lorsqu'une femme lui parle de rapport, mais celui-ci se veut également dur comme un roc lorsqu'il s'agit de brandir son pic devant tout le monde. Mais passons. Moi, ce que je voulais faire, c'était vous rappeler une petite chose. Ça, là, c'est de l'exhibition. C'est un délit, puni d'1 an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende. Oui, non mais je sais, c'est une série, donc voilà, on peut dire que c'est un délit, ça prend pas de sens, parce qu'on est dans un univers fictif. Oui, mais en fait, le truc, c'est que cette série, elle a quand même la fâcheuse tendance à vouloir te mettre en avant des actes qui sont pernicieux, répréhensibles par la loi, et de faire comme si, on s'en foutait. Et si on intègre autant le récit dans le réel, en faisant autant de références à ce même réel, le fait d'induire au spectateur qu'on peut montrer ses parties génitales et qu'on n'aura aucun problème pénal derrière, c'est pas une bonne idée, même si c'est pour faire rire. Hortense est donc à l'offensive avec Elliot, quand bien même celui-ci pense avoir été très clair sur ses attirances, et, lors d'un petit pique-nique entre nouveaux arrivants, la jeune femme va faire montre d'initiative. Mais il se passera rien entre nous. Qu'est-ce que tu t'es fait? Rien, c'est rien, je vais le passer sous l'eau. Mais non, donne. La salive, ça a des vertus cicatrisantes. Et là, tu vois, moi je dis non. Je dis non parce que utiliser un personnage qui, manifestement, toujours selon moi, a des troubles de la personnalité et qui est peut-être atteint d'une certaine forme d'autisme, pour lui faire des actes sexuels de l'ordre de l'inadmissible, je dis non. Je dis ça parce que, quand j'étais plus jeune, il m'est arrivé de côtoyer des personnes avec le même genre de déficience, qu'il s'agisse de handicap, de retard ou de maladie mentale. Le nombre de fois où j'ai pu voir des personnes qui faisaient semblant de sympathiser avec la personne pour pouvoir ensuite se moquer outrageusement d'elle. Faire ce que vous faites à l'écran, faire des scènes inattendues et marrantes, tout ça pour faire réagir le spectateur, pour le surprendre, je trouve que c'est une honte. Après, j'espère sincèrement me tromper sur le côté autistique du personnage. Et pour les certaines personnes qui penseraient que je vais trop loin dans ce que je dis, je campe sur mes positions. Sucer le doigt d'un inconnu en public, contre son consentement, avec des intentions sexuelles, c'est de l'ordre de l'inadmissible.
Je peux vous assurer qu'il y en a qui se sont retrouvés en comparution pour agression sexuelle pour moins que ça. Donc là, moi, je t'invite, vas-y, en tant qu'homme, je t'invite à aller sucer le doigt de ta collègue après un jour seulement de travail, sous prétexte qu'elle avait de la béarnaise dessus. Tu vas voir, alors là, des bricoles, il va t'en arriver, et pas qu'un peu. Mais, comme si ça ne suffisait pas à enfoncer le clou de l'abject dans le mur de la honte, les scénaristes nous gratifient d'une drôle d'intrigue un peu après dans la série. Pour resituer, Elliot, désemparé par les avances d'Hortense, se retrouve à ressentir des choses qu'il n'arrive même pas à nommer lui-même. En effet, lui qui se croyait homosexuel depuis toujours, se voit être en face d'une femme dont l'assurance laisserait pantois n'importe qui. C'est alors qu'Hortense, attirée par Elliot, lui propose quelque chose. Mais je suis à peu près sûr d'être gay. À peu près, donc, pas totalement. Je me pose peut-être quelques questions. Mais voilà, c'est rien, c'est normal. Et avec une fille, tu l'as déjà fait? Non, je suis puceau. Et tu vas le dire à tout le monde? Non. Tu veux que je sois ta meuf test? Ma meuf test? Tu pourrais essayer des trucs avec moi pour voir ce que ça te fait. Tu pourrais essayer des trucs sur moi pour voir si ça te plaît. Mais quel genre d'espèce de vieux pervers a écrit ça? Je vais être tout à fait franc, la manière dont t'as amené la chose, mais on croirait voir un film de cul. C'est la fille, ultra ouverte, qui doit son ouverture d'esprit à une certaine forme d'autisme. Elle est au bord de l'explosion vaginale à chaque fois qu'elle voit la personne qui ne veut pas d'elle. J'imagine l'espèce de puceau incel qui a 40 ans, retourne dans son passé, voit toutes les filles qu'il n'a pas pu séduire et qui lui faisaient de l'œil, et qui écrit des fanfictions sur les histoires de cul qu'il aurait pu avoir. Et là, Hortense, qui pense que je suis gay, ne peut pas résister au fait que je ne sois pas attiré par elle. Elle lève la main, elle prend la mienne pour que je puisse toucher à ses seins. C'est avilissant, c'est répugnant. Sous couvert d'humour et de joyeuseté sur la libération sexuelle, ça réussit le tour de main d'être sexiste. Et là, on va faire un test tous ensemble. On va faire un petit test. J'ai caché l'image en arrière-plan, tu vas voir, tu vas comprendre après. On va faire un petit test de réflexion. Vous êtes prêts? Bon. Quand un homme, j'allais dire tente, mais on va dire forcer, parce que bon, ne soyons pas dupes. Quand un homme force une femme homosexuelle à essayer d'avoir des rapports avec lui, tout en prenant sa main et en la lui mettant sur le pénis. Qu'est-ce que c'est? Bon bah, c'est mal. Bah oui, bah bien sûr. Bien sûr. C'est même totalement irrespectueux. On est d'accord. Quand une femme force, parce que ne soyons pas dupes, force un homme homosexuel à essayer d'avoir des rapports sexuels avec elle, en prenant sa main et en la forçant sur son sein, c'est quoi? Bah c'est plutôt pas mal, c'est même plutôt beau, hein? C'est presque mignon si tu écoutes la musique, ouais. Et encore, on n'en est pas à une agression sexuelle près, parce qu'au bout d'un moment, suite à l'acceptation de cet accord sans nom où l'homme homosexuel pourrait essayer des trucs pour voir si ça lui plaît, Hortense, dans un instant de complicité, se laisse pousser des ailes et tente une nouvelle approche pour exciter Elliot. Je sais ce que je peux faire qui va te plaire.
T'es ouf? Tu m'as léché l'œil? Et je suis pas folle. Lécher les yeux, c'est une pratique qui existe au Japon. J'ai vu une geisha le faire dans une BD. Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de l'Instant Scientifique. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à la pratique de l'eye licking, le fait de lécher un œil. Comme on a pu le voir, nous avons une jeune femme qui le pratique sur un jeune homme qui, disons-le, n'est pas tout à fait consentant. Et oui les enfants, il faut faire attention à cela. Le consentement, ça n'est pas qu'une chose de féministe. Un homme aussi peut dire non s'il n'a pas envie. Et surtout, s'il n'est pas attiré par le sexe opposé. Sinon, c'est une agression sexuelle. Et on ne veut pas de ça à la télévision. Non, non, non. Vous imaginez une culture où on proposerait aux jeunes femmes de faire tout ce qu'elles veulent en termes de sexualité sans le consentement de leur partenaire? Ça devrait porter un nom, ce genre de culture. Pour en revenir à la pratique de l'eye licking, il faut d'abord que je vous explique quelque chose. Dans un premier temps, dans votre bouche, il y a des millions de bactéries au millimètre cube. Des bactéries qui sont propres à leur environnement et qui, dans une bouche donc, ne font de mal à personne. Dans un deuxième temps, vous vous êtes déjà peut-être fait lécher la main, ou peut-être même le bras, par un chat. Au début, c'est rigolo, c'est marrant, mais au bout d'un moment, ça gratte et ça fait mal. C'est normal, la langue du chat râpe. La langue d'un chat est constituée de plein de petits picots. Elle est constituée de la sorte parce que les animaux, comme les félins, amènent la nourriture à leur bouche avec leur langue. Ils n'amènent pas la nourriture avec leurs petites pattes comme ça. Ce serait mignon et rigolo, mais ce n'est pas le cas. Et sur la langue humaine, ces petits picots, nous en avons aussi. Pas autant, ni aussi piquants, mais on en a aussi, pour la même raison que la langue a une fonction d'amener les aliments vers l'arrière de la bouche. Revenons à l'œil maintenant. Il existe sur l'œil ce qu'on appelle de la cornée. C'est une espèce de vitre qui sépare votre iris du reste du monde et qui sert à ce que vous puissiez voir le monde de manière nette. En d'autres termes, c'est une lentille. D'ailleurs, moi aussi, en tant que scientifique, je dois mettre des lentilles pour pouvoir voir de mes yeux mes expériences. Le problème, c'est que la cornée, c'est très fragile. Maintenant, faisons tous ensemble remuer nos méninges. Petit quiz pour vous à la maison pour voir si vous avez bien suivi. Quel serait l'effet d'une langue, que l'on peut comparer à une râpe à fromage, sur un œil, sur la cornée, qu'on pourrait comparer à un œuf dur? Eh bien, je vais vous le montrer. Voilà ce qui se passe. Voilà ce qui se passe à ton œil. Tu veux avoir le kiki tout dur pour que ton œil ressemble à ça? Je ne pense pas, non, bordel. Donc, c'est bien marrant de parler des modes à la con japonaises pour mettre en avant que les ados, ils font toujours des trucs plus délirants sexuellement parlant. Oh, regardez, oh là, regardez, on est dans l'air du temps, hein, on parle des sujets d'actualité, hein. Ouais, c'est tellement d'actualité que c'est une mode de 2013. Bon, bref, si c'est pour mettre en avant des pratiques dangereuses, vous pouvez me permettre de dire, je pense, allez vous faire foutre. Après avoir vu ça, je dois bien avouer que personnellement, je me sens mal à l'aise. Non pas avec le fait qu'une série soit ouverte dans les dialogues sur ces sujets, mais plus par rapport à ce qu'on s'est déjà dit dans l'épisode 2 de notre saga. Les gens qui sont à la tête de la création de cette série, c'est des adultes d'une trentaine, voire quarantaine d'années, et leur emploi, actuellement, c'est d'écrire une série où des petits jeunes se la donnent, de manière constante, entre deux recettes de tomates farcies. D'un côté, je trouve ça totalement lugubre, et de l'autre, je peux pas m'empêcher de me dire qu'ils ne sont absolument pas les bonnes personnes pour parler de ça. Ils n'ont aucune conscience du monde actuel des jeunes et ne se réfèrent qu'à la seule représentation qu'ils en ont, à savoir Internet. Typiquement, c'est flagrant avec l'extrait que je vais vous passer. Voilà le contexte. Anaïs, Madame Anaïs, vient d'apprendre que son petit ami Enzo l'a trompée avec Noémie. Noémie est la seconde du chef pâtissier qui avait tout mis en œuvre pour faire croire à son suicide, ou tout du moins plutôt à se suicider, est actuellement portée disparue et peut-être morte à l'heure actuelle. Anaïs donc, pour faire payer son ex-petit ami, décide de fricoter avec les gens de l'école. Et on en est au 4e, 5e jour environ, à la louche. Et c'est pas moi qui invente, hein. C'est eux dans leur chronologie. C'est eux qui ont fait survenir tous ces événements en aussi peu de temps. Ils ont les hormones en ébullition.
Ils sont en études supérieures. Ils sont pas au collège. Ils sont pas en plein changement hormonal. Mais dis donc, d'un côté, c'est la convention des cirques de France avec des chapiteaux à tous les coins de rue, et de l'autre, c'est la saison des crues. C'est incroyable. Et je le rappelle, il n'y a qu'une seule semaine d'école. Encore, là, même pas encore une semaine. Mais en une semaine seulement, il y a déjà eu plus d'histoires de cul qu'il n'y a eu de vidéos téléchargées sur Pornhub en 1 heure. La jeune femme décide donc de s'acoquiner avec Lionel, l'un de nos petits Einstein. C'est pas trop dur ce que t'as fait, ton mec. Tu m'attendais à une question sur la recette. J'ai mieux sans lui, c'est un grand con. Et au moins maintenant, je suis libre. Libre de faire ce que tu veux, avec qui tu veux. C'est une proposition? Mais grave. Moi, franchement, je t'aurais jamais trompé. T'es beaucoup plus bonne que Noémie. Tu sais quoi? Je vais prendre ça comme un compliment. T'es beaucoup plus bonne. Mais qui? Qui, je vous le demande, qui a dit ça? Qui dit ça? Je ne comprends pas. Le mec, il a réussi à faire en sorte que la fille s'intéresse à lui, et puis il lui sort ça. Oh, t'es beaucoup plus bonne quand même. Et puis l'autre, elle est là, elle rigole. C'est rigolo, dis donc. Mais bordel, mais en plus, un peu de respect déjà en premier lieu par rapport à la personne avec qui tu parles, et dans un deuxième lieu, mais tu dis pas ça par une personne qui est sans doute morte. Mais bordel, vous êtes relus? Vous vous êtes relus avant de tourner? Enfin, je sais pas, à 20 ans, t'es peut-être con et rien n'est impossible, mais pour autant, t'es pas un simple d'esprit. Une personne qui vient sans doute de mourir, mais tu lui dois un minimum de respect. On est dans le cliché. On est constamment dans le cliché. Je n'ai pas vu, enfin si, il y a peut-être 2 passages dans toute cette série, sinon le reste du temps, c'est du cliché, c'est tout. On est dans le cliché constamment, et parfois on frise avec la discrimination masquée. Comme je vous l'ai déjà répété plusieurs fois lors de nos épisodes précédents, l'un des professeurs, Lisandro, se voit arriver en retard, sans excuse valable, et se voit également être désobligeant à son arrivée à l'école. Il finit par frapper l'un de ses superviseurs, Guillaume Deveau, mari de Clotilde Deveau, fille d'Auguste Armand. Peu après, nous le voyons avoir une conversation avec le proviseur Antoine. Écoutez, je sais que j'arrive pas toujours à me maintenir, mais j'y travaille. Et je suis prêt à m'engager à ce que ça n'arrive plus. Et à ce moment-là, tu vois, j'ai pas pu m'empêcher de me poser des questions. Candide comme je suis, je me pose des questions. J'ai entendu l'accent du monsieur et je me suis dit, ah, est-ce qu'il n'y a pas plus cliché que de faire en sorte que la personne qui soit prise d'excès de colère soit un homme, déjà, dans un premier temps, mais aussi et surtout que ce soit un espagnol? Oh bah si, c'est marrant, c'est marrant, si, c'est marrant, si, c'est marrant. C'est marrant ça quand même que dans nos sociétés occidentales, faire des clichés ou des stéréotypes sur d'autres peuplades, à défaut d'un meilleur mot, c'est l'horreur, quasiment le nazisme. Mais si c'est pour être ultra discriminant et à fond dans les stéréotypes envers nos confrères européens, oh là, tu peux sortir la sauce, c'est bon, tu peux y aller à fond. Allez, les Portugais sont poilus, les Italiens savent pas conduire, les Espagnols sont violents. D'ailleurs, fait amusant, le bel Espagnol, ne lui nions pas son physique avantageux, réussit par la suite à garder son poste à l'Institut malgré son renvoi suite au coup de poing. En effet, lors de l'incident du kiwi, je vous invite à regarder l'épisode 1 de notre saga pour savoir tous les détails concernant cette terrible histoire du kiwi, Lisandro réussit à sauver Jérémy Deveau, le fils de Clotilde. Cette dernière fera pencher la balance en faveur du maintien de Lisandro à l'Institut, et à cette dernière de parler de la situation avec sa sœur. J'ai pas envie de discuter organisation avec l'homme qui a frappé mon mari. Mais enfin, je comprends pas, c'est Antoine qui m'a dit que t'avais insisté pour qu'il reste à l'Institut. Il a sauvé la vie de mon fils, je l'empêche d'aller retourner en prison, ça s'arrête là. Oui, mais vous êtes tous les 2 professeurs ici, vous allez sûrement vous croiser, hein. Le croiser peut-être, mais je refuse d'avoir affaire à lui. Ça va vite être insupportable comme situation. Ce type est notoirement dangereux. J'ai le droit de me tenir à distance, non? T'exagères pas un petit peu, là? Ah oui? Violence conjugale, prison, agression de son supérieur hiérarchique. Il faut quoi de plus? Avis à chaud. Parce que je ne sais pas, je n'ai pas vu le reste de la série, mais avis à chaud. M'est avis que, la brune là, elle va tromper son mari avec le bel espagnol. Elle le déteste maintenant,
tu vois, elle est là, oh, il a tapé mon candole de mari, mais oh, il a sauvé mon fils, oh, mais je le déteste, mais oh, mais qu'est-ce qu'il est beau, oh, mais il est violent, mais oh, dis donc, j'ai son sgeg dans ma bouche. Je ne sais pas, tu vois, je ne sais pas. J'ai envie de penser que c'est le cas. Soit ça, soit elle va pas tromper son mari, ce qui serait tout à fait chiant hein, quand même, parce que bon, une femme qui ne trompe pas son mari aujourd'hui, c'est vraiment bizarre. Soit elle va le tromper avec quelqu'un d'autre. Parce que elle, typiquement, c'est le stéréotype de la femme forte, hein, la connasse, et l'autre, son mari, c'est la personnification du candole, comme on dit. Hein, il a la tête du cocu. Bonjour à tous mes amis, et nous revoilà pour un autre épisode de l'Instant Scientifique. En réalité, dans la série Ici tout commence, Clotilde ne trompe pas son mari, Guillaume, avec Lisandro. Non, elle trompe son mari avec Joachim. C'est Rose qui trompera Antoine avec Lisandro. Je ne sais plus. Je sais pas. Et des clichés comme ça, t'en as à l'appel. Pour vous prendre un autre exemple, nous avons Mehdi, les malheurs de Mehdi, qui, suite à sa mauvaise expérience de cours de service en salle, tente de se faire évincer de ce cours en s'explosant le pied. Par la suite, surpris par Hortense et Elliot, il leur avoue pourquoi ce dernier n'est pas confortable lors de ce cours. Sauf que le restaurant, je connais pas. Je sais pas comment ça marche. T'es au courant que t'es dans une école de cuisine ici? Non mais la cuisine je connais, il y en avait une chez moi. Alors que le restaurant... Quoi? J'y suis jamais allé de ma vie. T'es sérieux là? Quoi? J'ai grandi à la cité, et on était 5 à la maison. Et une addition pour 5, on n'a jamais pu se le permettre chez moi. Jamais? Même pour les grandes occasions? Bah pour les grandes occasions, on faisait un bon repas à la maison. Mais ça marche bien comme ça. Le service en salle, j'ai jamais vu faire. À part à la télé. Oh putain, oula, oh putain, je l'avais pas vu venir celui-là. Oh, dis donc, c'est un cliché, je l'avais pas vu venir. Oh la vache, dis donc, et il est balèze en plus hein, ce cliché-là. Un bon gros cliché pour faire pleurer dans les chaumières. Waouh. Donc Mehdi. Putain, je suis encore tout retourné. Mehdi, les malheurs de Mehdi. Ah la vache. Il n'a pas pu. Le service en salle. Voilà, faut que je me remette les idées en place. Le service en salle, ça lui fait peur. Ça lui fait peur parce que Mehdi, les malheurs de Mehdi, il a grandi dans une famille nombreuse. Et il n'est jamais allé au restaurant parce que ça aurait coûté trop cher. Et du coup, il sait pas comment c'est le service en salle. Il a vu faire ça qu'à la télé. Ok, très bien. Mais dis donc, les scénaristes, et je parle à vous là, les deux demeurés en fond de salle là, qui sont en train de jouer avec leur crotte de nez. Oui, voilà, c'est vous là. Ça parle de quoi exactement votre histoire à la con? Oui, non mais je sais, c'est bizarre. Hein, vous l'avez sur le bout de la langue. Oui, ils sont à, oui, mais à l'école. Ils sont à l'école, les personnages. Le principe même que d'aller à l'école, c'est d'apprendre. Tu sais pas, moi je ne sais pas, imaginons tu veux faire du cinéma, tu ne sais rien du tout du cinéma, tu n'as vu que des making-of, qu'est-ce que tu fais? Tu vas dans une école de cinéma pour apprendre. Même si tu sais pas comment ça se passe sur un plateau de cinéma, qu'est-ce que tu fais? Tu vas dans une école et paf! Ah bah oui, j'avais peur, mais maintenant je sais comment ça se passe. C'est pareil pour tout en fait. Tu veux être avocat, tu sais pas ce que c'est que le code pénal, et tu n'as vu que tous les épisodes de New York Police Judiciaire, qu'est-ce que tu fais? Tu vas à l'école de droit. Ah! Eh ben dis donc, tout de suite après tu sais tout. Pourquoi? Parce que t'apprends. C'est tout le principe que d'aller à l'école. Tu sais pas quelque chose, t'en as peur, tu vas à l'école, t'apprends. C'est ridicule. L'extrême torsion grammaticale que vous faites dans vos dialogues et dans vos idées de scénario pour pouvoir faire en sorte que d'intégrer les minorités. C'est ridicule. Et là on en arrive au passage qui m'a le plus énervé. Bon, comme je vous l'ai dit un petit peu plus tôt, il y a des causes qui me tiennent à cœur, et malgré moi je ne suis pas autant investi que j'aimerais l'être, mais ça me regarde. La vraie morale ne s'occupe pas de ce que nous pensons ou voulons, mais de ce que nous faisons. Trotsky.
Celle-là, elle est pour nos communistes capitalistes. On en arrive au passage qui m'a le plus énervé, et je m'en vais vous faire part. Retour vers le début de la série. À l'épisode 1, nous est présenté le personnage d'Elodie. Et là, je me suis dit, une personne malvoyante ? Ils vont intégrer une personne atteinte de cécité dans leur histoire de cuisine ? Je sais pas où est-ce qu'ils vont avec ça, on n'a qu'à attendre et on verra bien par la suite. Et attendre, il m'a fallu. Ce n'est qu'à l'épisode 8 que nous commençons à développer l'histoire autour d'Elodie. En effet, cette dernière qui a réussi ses examens d'entrée se voit donc poursuivre les cours comme tous ses camarades de classe et finit par être en cours de service en salle. Malheureusement, Lisandro, par égard pour son handicap, lui conseille de se familiariser d'abord avec son environnement afin de s'adapter et maîtriser au mieux ses allées et venues dans la salle. Elodie, je peux vous parler? Oui, monsieur. Je préfère attendre que vous soyez prête avant de servir au restaurant. Mais je me sens prête. Je comprends votre envie, mais on n'a pas encore eu assez de cours ensemble. Quand vos gestes seront plus assurés et que vous connaîtrez mieux la disposition de la salle, je vous enverrai vers le client, mais pas avant. Pourquoi vous partez du principe que je vais forcément faire une erreur? Je connais très bien les clients, et certains sont très exigeants. Et même si c'est un restaurant d'application, ils guettent les moindres faux pas. Et qu'est-ce que je vais faire s'il ne sert pas? Vous aiderez vos camarades aux arrières. Elodie, soyez patiente. C'est juste une question de temps. Et... Non mais je sais. C'est la volonté de mettre en avant les personnes en situation de handicap dans des événements quotidiens pour combattre les stigmates de la société validiste. Mais même en pensant ça, tu vois, j'arrive pas. J'ai du mal à imaginer comment une personne atteinte d'un tel handicap puisse réussir à évoluer dans ce genre d'environnement. Je sais que les personnes qui sont victimes de handicap réussissent à appréhender le monde d'une autre manière grâce à la maîtrise de leurs sens, enfin de tous leurs autres sens. Mais là, pour le coup, dans un contexte tel que la cuisine, je ne sais pas, je ne comprends pas, j'imagine. Tu vois, c'est ce que je disais déjà plus tôt, j'imagine la chose et je me dis, mais imagine la personne là, qui est donc malvoyante, ou peut-être même complètement non-voyante, on n'en sait rien, qui est dans une cuisine lors du coup de feu. Elle ne pourra pas donc faire usage de ses yeux, elle ne pourra faire qu'usage que de ses oreilles, ou peut-être même de son toucher. T'imagines cette personne-là pendant le coup de feu, avec toutes les personnes, serveurs et cuistots, qui font des allées et venues entre les salles de réfrigération, la cuisine en elle-même, la salle de service, les personnes qui courent partout, les personnes qui crient plutôt, qui crient les plats à demander, les plats à cuire, etc. Les choses en plus, exactement où est-ce qu'elles sont placées dans les frigos, il faut le savoir. Les plaques de cuisson, bon bah si c'est des plaques, en plus comme aujourd'hui, si c'est des plaques de cuisson qui sont électrifiées, donc tu sais c'est pas les plaques de gaz où tu peux sentir ou quoi que ce soit, non là c'est un truc, c'est chaud, t'en sais rien, c'est juste si tu le vois sur le petit bouton, sur le petit voyant lumineux. Imagine cette personne non-voyante ou malvoyante, mais qu'est-ce que tu veux faire d'autre si ce n'est la plaquer à un endroit, et tu es sûr que de toute façon elle va réussir à faire toutes ces choses qu'elle peut faire dans son seul endroit, mais ne soyons pas dupes. Ne soyons pas dupes d'une chose, pardon. On est d'accord quand même que cette personne-là, elle va être quand même encartée dans son endroit et elle n'en bougera plus et c'est tout, on pourra pas le faire autrement, sinon si on la laisse vagabonder un peu partout, elle va se faire blesser, elle va être blessée, elle va faire en sorte que les gens qui passent, ils vont aussi être blessés, c'est un danger ambulant. Mais pas dans le sens, elle est un danger, tu vois, elle est source de danger. Tout du moins, moi, tel que je l'imagine, elle est source de danger. Alors, j'aimerais préciser que je pense, comme beaucoup de monde, qu'il faudrait faire un effort d'aménagement dans toutes les structures, premièrement dans les structures administratives pour les handicapés. Mais là, j'ai du mal à imaginer qu'un restaurant puisse restructurer totalement son établissement pour une personne qui, si elle obtient son diplôme, démarrera en tant que commis. On ne devient pas chef de brigade ou chef étoilé juste en ayant un diplôme d'un institut gastronomique. Mais bon, qu'est-ce que tu veux, cette série fait fi de tout réalisme pour te vendre le « mais tout le monde peut vivre son rêve, ah !» En prenant, en plus, pour reprendre les mots de nos sacro-saints progressistes, en prenant en plus une personne valide pour jouer une personne non-voyante.
Alors attention, hein, je suis tout à fait partisan de dire, moi, personnellement, hein, parce que bon, voilà, un acteur, il peut jouer n'importe quel rôle, tu sais, du temps, tant que c'est respectueux, hein. Par exemple, si tu fais un film d'histoire, tu fais éventuellement, ou même une série qui porte sur différentes époques, tu prends une personne qui ressemble à la personne dans l'histoire, hein, tu vois. Mais là, pour le coup, si tu fais une série qui veut prôner de telles idéologies, pourquoi est-ce que tu commences pas par tes propres projets ? Je pose la question. Le pire dans tout ça, c'est qu'on atteint le fond de la bêtise, et les scénaristes nous font encore une fois la preuve de leur immense incompétence avec la scène qui va suivre. Elodie, voulant donc faire ses preuves, se voit avoir l'aide des deux sœurs Ludivine et Louane. Les deux jeunes femmes vont donc recréer à l'identique, dans le parc de l'Institut, le placement du bar, des tables et des chaises de la salle de service, afin qu'Elodie puisse s'y exercer pendant son temps libre. Ok, maintenant c'est la même disposition du double après du bar. Et là, j'ai compté les pas, c'est comme si t'étais juste à côté de la desserte, à l'entrée de la salle. T'as bien retenu où étaient toutes les tables? Oui. Alors vas-y, amène sa table 2. C'est pas gagné. Le prof a peut-être raison, tu ferais mieux de rester en arrière. Je recommence. Yes, c'est bon. Merde. Meuf, pourquoi tu t'acharnes? Et vous êtes des putains d'incapables en écriture. Voilà, c'est tout, c'est pas possible autrement. Vous avez une personne, une jeune femme, qui vient de se faire chier pendant je ne sais combien de temps à recréer un décor à l'identique, à faire en sorte que la salle de service ce soit la même dans le parc de l'Institut, en mettant des chaises, en mettant des tables, en faisant attention à ce que les centimètres qui les écartent ce soit pile au millimètre près, et au bout de 2 fois, vous lui faites dire « Ah, tu devrais abandonner, hein ?» Mais putain, mais... Eh, dis donc, si tu voulais faire autre chose de ton temps, là, plutôt que de le passer à rien foutre, et d'ensuite dire « Ah, tu devrais abandonner au bout de 2 fois », mais il fallait faire autre chose, parce que ça, on l'a pas dit, mais bon, ça tu vois, c'est le petit toast qui va avec. Les mecs là-dedans, ils foutent rien. Ils branlent rien dans cet institut. On les voit, ils font du basket, on les voit, ils sont en train de se la couler douce, en train de lire des livres, ils font tout, sauf aller à l'école. C'est un enfer. Bref, on dit pas à une personne d'arrêter, d'abandonner au bout de 2 fois seulement. Tu lui dis au bout de 50, au bout de 100, au bout de 1000 fois si tu veux. Mais pas au bout de 2 fois seulement, après t'être autant fait chier à tout recréer à l'identique. Mais non, parce que les scénaristes, c'est des putains de génies, ils font là, voilà, ça c'est le thème, ça c'est l'épisode, il faut que ce soit rentré dans tes 27 minutes d'épisode, il faut pas qu'on dépasse, il faut pas qu'on aille ailleurs, non, il faut qu'on traite des thèmes absolument dont on nous a dit qu'il fallait qu'on traite, et c'est tout, on fait rien, non, c'est tout. Vous êtes des incapables, vous êtes des incompétents, c'est un enfer. Et le pire dans tout ça, c'est que, tu sais, comme je t'ai dit, j'ai regardé plusieurs épisodes. J'ai regardé les quelques 18 épisodes, les 18 premiers épisodes, mais pour pouvoir avoir quelques éléments de réponse par rapport aux questions que je me posais, bon, bah j'ai feuilletonné, c'est comme on dit, hein, j'ai feuilletonné quelques autres épisodes, et le pire, c'est que rien ne change. Rien ne change dans tout. Le traitement des personnages, de leurs caractéristiques, de tout, rien ne change. Les personnages ne changent pas, les intrigues ne changent pas, les thèmes dont on parle ne changent pas, la façon dont c'est filmé, ça ne change pas, les dialogues ne changent pas. Il n'y a rien qui change en près de 215 épisodes, maintenant presque 300. Je suis à bout, j'en peux plus de cet amas de clichés, c'est ridicule. Tout n'est que cliché. Tout n'est que cliché parce que, comme je l'ai déjà dit et répété, cette série prend des phénomènes de sociétés actuelles juste pour en parler. Il n'y a pas de volonté de réflexion et de représentation artistique de la chose, il n'y a que l'idée de faire ce qu'on appelle du drama. Du drama à 40 millions d'euros la série, rappelons-le. Il n'y a que l'idée de surfer sur la vague de sujets qui sont dans l'air du temps. Il n'y a aucun esprit créatif derrière les gens qui créent cette série. Et là, j'aimerais dire une petite chose à l'intention des acteurs. J'aimerais dire une chose aux acteurs, et surtout aux jeunes acteurs.
Parce que les vieux acteurs, bon, on sait pourquoi est-ce qu'ils sont là. Eux-mêmes savent pourquoi est-ce qu'ils sont là. Les Demouy, les Diffenthal, etc., ils savent très bien pourquoi est-ce qu'ils sont là. Ils sont là pour pouvoir remplir les pages du CV jusqu'à ce que Luc Besson sorte un nouveau film ou que Gilles, Philippe, c'est pas le même, que Gilles Lelouch sorte une nouvelle pièce de théâtre. On sait très bien pourquoi est-ce qu'ils sont là. Ils sont pas là pour faire du grand art à la télévision. Ils sont là pour s'en mettre plein les fouilles. Comme Francis Huster. Francis Huster, on a bien vu que... oh là là, on a bien vu dans l'épisode 1 que lui... Bon, c'est dommage parce que dans cette série, si tu veux, on cadre en plan taille. On voit jamais les jambes. Donc, vu à quel point Francis Huster était investi, bon, j'ai envie de penser que sur les plateaux de tournage, il arrivait en caleçon et en claquette, quoi. Bah oui. Regardez bien ce qui se passe en Ukraine. Regardez bien le visage de Joe Biden, qui a déshonoré l'Amérique. Jamais John Fitzgerald Kennedy n'aurait laissé faire ça. C'est-à-dire qu'il y a 42 millions d'Ukrainiens, 70% sont des chrétiens, et le pape reste au Vatican au lieu d'aller à Kiev et de dire « Tuez-moi, je représente le Christ. Je représente le Christ !» Mais enfin bref, je voulais parler aux jeunes acteurs. Vous avez toute ma sympathie, et je vous adore. Je sais ce que ça fait que d'être jeune et que d'arriver sur des plateaux de tournage comme ça. Je ne prétends pas avoir participé à d'immenses chefs-d'œuvre cinématographiques ou quoi que ce soit. Non, je dis juste que je sais ce que ça fait que d'être confronté à une telle aventure humaine. Je sais ce qu'on ressent, c'est quelque chose, on a presque l'impression de vivre la vie de star de cinéma. On se fait maquiller, on se fait shampouiner, on entre dans des merveilleux costumes, etc. Et vraiment, je sais, ça met des paillettes plein les yeux. Mais j'ai envie de vous prévenir. Il va falloir que vous fuyiez au plus vite. C'est mon conseil, fuyez au plus vite. Parce que là, ce qui vous attend, je le dis, c'est vie brisée sur vie brisée. Parce que là, vous êtes en train de vous faire du blé, vous êtes en train de gagner un petit peu en notoriété, donc c'est génial. Mais je vous le dis, ce que vous devriez faire, c'est choper le plus de contacts possible, ne pas remballer sur X saisons, et surtout, utiliser cette petite notoriété, sans prendre trop le melon non plus, n'exagérons rien, ça reste une série télé sur TF1, utilisez cette petite notoriété et exigez de meilleurs rôles pour l'avenir. Parce que là, je le dis, je le prédis, ça va être vie brisée sur vie brisée, parce que vous allez être tous très carriéristes, vous allez vous dire, punaise, j'ai fait un truc, il y avait plus de 100 machinistes, il y avait énormément d'organisations, t'avais des dizaines de personnes au scénario et à la création, donc forcément, ce que j'ai fait, c'est impressionnant. Il y a des mecs dans le cinéma, ils vont vous regarder de haut, ils vont faire « Non mais c'est bon, calme-toi, quoi. » Et ça, les portes qui se ferment les unes après les autres, je sens que ça va faire du mal. Donc je le répète, vous avez toute ma sympathie, mais fuyez au plus vite. J'en profite aussi pour dire que toute ma sympathie va à l'égard des techniciens. Parce que eux, certes, ils sont pas tous crédités, ils sont pas tous mis lors des crédits de fin, mais bon, c'est eux qu'on entend le moins, mais sans eux, on n'entendrait rien du tout. Parce que moi, dans tout ça, ce qui me débecte le plus, ça reste encore les créateurs télé. Enfin, les créateurs télé dans votre genre, quoi. Oui, non, je m'en fous, parce qu'en fait, j'ai pas prévu de faire de la télévision. Si j'en viens à faire de la télévision, bon, c'est que vraiment, tu vois, mon ventre aura fini de se manger lui-même. Non, mais des mecs et des meufs, oula, pardon, excusez-moi, soyons inclusifs. Des gens comme vous, qui déplacez monts et merveilles, tout ça pour ajouter un petit peu de paillettes dorées sur du caca, ça me donne envie de vomir. Si tu rajoutes en plus de ça que ce sont des espèces de vieux qui vont faire des trucs de cul à des jeunes, il y a un moment où je vais plus réussir à répondre de moi. Cet épisode 3 est maintenant terminé. J'espère qu'il vous aura plu. C'est le 3e épisode de notre saga, et donc dans l'épisode 4, nous allons arriver au dernier épisode de notre saga, donc on a presque terminé. J'espère que ça vous plaît. Jusqu'à présent, j'espère que ça vous plaît. Si ça vous plaît, je vous en prie, rétribuez cette vidéo d'un j'aime. Bon après, si jamais j'en ai heurté quelques-uns, n'hésitez pas, mais vous pouvez mettre un j'aime pas, mais de toute façon on les voit plus. Donc, dans tous les cas, moi ça fait mes affaires, parce que, j'aime ou j'aime pas, ça fait du référencement. J'attends également
que vous mettiez des commentaires, que vous me fassiez part un peu de vos retours, de vos remarques, de vos suggestions. Celle-là, je l'avais pas faite depuis longtemps. Et puis bon, bah écoutez, moi, d'ici à la prochaine fois, on n'oublie pas les bonnes traditions. Je l'avais oublié, mais cette fois-ci, je la ressors. Ah, ça me fait chier de pas la refaire pour l'épisode 1, mais bon, tant pis pour moi. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous, etc., etc. Oh la vache! À très bientôt.